On est passé de 5 à une centaine de collaborateurs, de 0 à bientôt 50 000 clients. On a levé effectivement une quarantaine de millions. Pour parler de l'équipe sales, on est passé de 1 à bientôt 40, répartis sur 5 équipes et 2 pays. Il fallait signer à peu près 1000 clients en un an. Donc 1000 restos indépendants, ça fait 3 par jour, week-end et jours fériés inclus. J'ai les bases, les fondations suffisamment solides pour accepter d'être constamment remis en question et de changer potentiellement tout ce que je fais du jour au lendemain. Ok, mes sales y sont à tel niveau aujourd'hui, que ça soit bon ou pas bon, je veux que ça soit au-dessus dans tant de temps. Donner le sentiment aux sales qui progressent, c'est une source d'énergie énorme pour lui. Quand il sort d'un coaching et il se dit « incroyable ce que je viens d'apprendre », et il fait 2 fois plus de calls l'après-midi. Bonjour à tous, je suis Claire et j'ai cofondé Elio avec mon associée Noémie. Elio, c'est un cabinet en stratégie commerciale qui accompagne les entreprises à booster leur croissance grâce à la mise à disposition de nos Head of Sales externalisés. Grâce à Elio, on a la chance de rencontrer tous les jours les Head of Sales et CEO des plus belles entreprises françaises et européennes. Et c'est dans ce cadre que nous recevons aujourd'hui Nicolas Durand, qui est Head of Sales de Horus. Bonjour Nicolas. Bonjour Claire. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à toi et à Elio de me recevoir. Avec grand plaisir. Donc toi, tu as fait tes armes chez Payfit avant de rejoindre Horus en tant que premier sales il y a 3 ans. Et aujourd'hui, donc, tu es Head of Sales d'une startup qui a levé plus de 40 millions. Tu manages plus de 40 personnes. Tu gères un revenu de plusieurs millions d'ARR, multi-produits, qui va commencer aussi à se développer à l'international. Est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé là? Comment est-ce que tu as parcouru tout ce chemin chez Horus? Yes, avec plaisir. Déjà pour vraiment la genèse, il faut savoir que moi j'ai un parcours assez classique, assez standard. J'ai commencé par une école de commerce, suivi par une rapide expérience dans le conseil, suite à laquelle j'ai rapidement bifurqué dans l'écosystème startup, tech, et donc notamment Payfit, effectivement, où j'ai pu réellement commencer à apprendre à vendre sur des postes de SDR, d'account exécutive. Et ensuite, après quelques autres expériences, toujours dans la tech et majoritairement dans le SaaS, je me suis mis à la recherche d'un projet que je voulais early stage, ambitieux, et j'avais 2 critères principaux. Le premier, c'était l'équipe. Là, je cherchais une équipe très forte auprès de laquelle je puisse vraiment apprendre rapidement. Et autre critère, je voulais un projet qui mette le client au centre. Voilà. Hyper important pour moi en tant que sales d'avoir ça. Et donc, j'ai trouvé Horus, qui répond évidemment à ces critères-là. Et Horus, du coup, en quelques mots, qu'est-ce que c'est ? Horus, on est une néo-assurance, une insurtech à destination des TPE-PME. Et donc, on va accompagner toutes les petites entreprises sur l'ensemble de leurs besoins d'assurance, et ce, avec des solutions fluides, simples, efficaces et bien entendu digitales. Alors, généralement, quand je dis ça, les gens ne sont pas beaucoup plus avancés. Concrètement, en fait, on va reprendre les pains de l'assurance traditionnelle, les points de friction. Donc, par là, j'entends souvent la transparence, la pédagogie, la simplicité, la réactivité, la facilité de changer quelque chose sur le contrat, la visibilité sur un dossier de sinistre. Donc, tous ces éléments-là, chez Horus, on va en faire nos forces. Et c'est ce qui nous permet tout simplement aujourd'hui d'être l'assurance professionnelle la mieux notée en Europe, avec 4,9 sur 5 sur Trustpilot, et ce avec des milliers d'avis. Donc on en est évidemment hyper fiers. On est très loin d'avoir atteint tout ce qu'on voulait faire, mais c'est déjà un bon début. Et pour contextualiser un petit peu en termes de dates et de chiffres, donc effectivement j'ai rejoint Horus il y a 3 ans, du coup. C'est à peu près à ce moment-là qu'on a commencé à commercialiser vraiment le produit. Du coup, sur ces 3 années-là, on est passé de 5 à une centaine de collaborateurs, de 0 à bientôt 50 000 clients. On a levé effectivement une quarantaine de millions. Et pour parler de l'équipe sales, puisque évidemment c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est passé de 1 à bientôt 40, répartis sur 5 équipes et 2 pays, puisqu'on a lancé l'Espagne il y a quelques mois. Ok, donc plein de beaux sujets à traiter. On va repartir 3 ans en arrière. Donc toi, tu as quitté Payfit pour rejoindre Horus.
Donc PayFit, une start-up qui vendait déjà beaucoup de process, etc. Donc tu fais le choix de rejoindre une équipe, comme tu l'as dit. Mais bon, gros pari, parce que tu arrives du coup dans une société qui n'a pas encore de chiffre d'affaires. Donc quand tu arrives, tu es le premier sales, il faut commercialiser un produit. C'est quoi ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais? Yes, bonne question. Alors pour être tout à fait précis, il y a eu, j'étais dans d'autres startups entre Payfit et Horus sur une période de temps d'à peu près 1 an et demi. Mais effectivement, j'arrive chez Horus. Il y a 0 client, il n'y a même pas encore de produit, puisqu'en fait j'arrive avant le lancement de notre premier produit qui est à destination des restaurateurs. Par contre, ce qui est bien présent, c'est le BP que me présente comme donc, notre CEO. Et BP qu'il faut atteindre dans l'année. Ok. Qui lui est bien réel. Et donc là, en fait, il n'y a pas de miracle. Il faut se débrouiller. Il faut faire en sorte de l'atteindre, coûte que coûte. Et notre première stratégie, ça a été du coup de faire de l'outbound. Et pour que tu te rendes compte un peu de l'ampleur de ce BP, il fallait signer à peu près 1000 clients en 1 an. Okay. Donc 1000 restos indépendants, ça fait grosso modo 3 par jour, week-end et jours fériés inclus. Donc avec la prospection, le porte-à-porte, les rendez-vous, les closings, etc. Donc ça a été dur au début. Par contre, on a appris énormément. C'est-à-dire qu'on est vraiment allé à la rencontre de nos clients, de notre cible, comprendre quelles étaient leurs pains, leurs problématiques, leurs besoins du quotidien, évidemment ce qu'ils pensaient de leur assureur, bien entendu. Et c'est là qu'il m'est arrivé des choses dont je t'ai parlé, donc effectivement des verres de blanc sur le comptoir à 10h du matin en refaisant le monde avec des restaurateurs. Donc passionnant, mais pas très efficace en termes de business, pour être tout à fait franc. Et donc là, on a essayé de réfléchir à comment on pouvait aller beaucoup plus vite. Et on avait la chance en fait d'être sur un marché. On a la chance d'être sur un marché qui n'est pas une commodité. L'assurance, tous les entrepreneurs qui montent un business un tant soit peu consistant vont avoir besoin à un moment ou à l'autre de s'assurer. Et donc, ils vont faire cette recherche d'assurance. Et donc, on a tout simplement réfléchi à comment est-ce qu'on pouvait se placer sur la route, sur le chemin de ceux qui cherchaient une assurance. Et là, rapidement après moi, il y a un Head of Growth et un Head of Marketing, Head of Partnership qui nous ont rejoints et donc qui ont mis en place évidemment des campagnes, des partenariats avec des comparateurs et qui ont maillé aussi l'écosystème partenariat. Alors évidemment, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et qui n'est pas complètement fini, mais c'est grâce à ça finalement qu'on a commencé le tout début du scale en ayant les premières demandes qui rentraient, et ce de manière assez rapide. Et en fait, la question du premier recrutement sales s'est posée à partir du moment où je n'arrivais plus, moi seul, à gérer les demandes entrantes de manière efficace. Ok. Donc, tu as commencé à bosser main dans la main donc avec le marketing et le partnership avant de recruter d'autres sales. Ouais. Et en fait, toi, ce qui est venu déclencher le recrutement du premier sales, c'est j'ai trop de leads qui arrivent, je ne peux plus les gérer. Et là, je vais commencer à recruter. Tout à fait. On voulait évidemment générer un maximum de chiffres. Donc pour ça, générer un maximum de leads. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, et on pourra en reparler après, mais à l'époque, on n'avait pas autant d'automatisation du cycle de vente et des process qu'aujourd'hui. Et donc, c'était extrêmement chronophage de gérer une grosse volumétrie de leads. Et donc, si on voulait faire x2, tout simplement, il fallait faire x2 en termes de nombre de sales. On était le bottleneck de la croissance. Et ensuite, ça a été l'un de mes objectifs par la suite de ne plus jamais l'être. C'est-à-dire que ça pouvait être la lead gen, mais jamais l'équipe sales. Ok, hyper intéressant. Donc là, aujourd'hui, comme tu l'as dit, l'équipe sales, c'est à peu près 40 personnes. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes même multi-produits. Vous avez commencé à l'époque, quand tu es arrivé, tu avais un seul produit. Si tu devais dire, en résumé, les 3 grandes étapes qu'il y a eu entre ce moment-là où tu es arrivé, tu as commencé à aller à la rencontre de tes clients vraiment en faisant du porte-à-porte. C'est ça qui est important aussi, c'est aller à la rencontre des clients, c'est physiquement t'y aller. Hyper important. Après, vous avez mis en place une machine marketing pour aller chercher des leads, etc. Et aujourd'hui, tu as 40 sales, multi-produits, 50 000 clients. Ça a été quoi
les 3-4 grandes étapes de ces 3 dernières années où vraiment tu as senti qu'il y a eu des bascules et comment est-ce que tu les as gérées? Alors évidemment, c'est difficile de définir vraiment des bascules parce que en 3 ans, c'est un enchaînement de décisions, de petits changements, d'ajouts de produits. Pour contextualiser, on a maintenant une dizaine de produits. Voilà, tous ces éléments-là à une vitesse folle qui font qu'on regarde assez peu derrière finalement, mais toujours devant. Mais si je devais quand même définir, on va dire, des chapitres, je dirais qu'il y en a à peu près 3. Donc il y a cette période-là où mon métier, c'est sales. Et donc que je sois seul ou avec d'autres sales dans la team, je participe à l'évangélisation et à la transformation des leads en clients. Et là, c'est beaucoup d'opérationnel, mais déjà un début de structuration, et c'est ultra important. On pourra y revenir après. Ensuite, deuxième chapitre, là où je suis sales manager. Et donc, je prends la décision de me sortir de l'opérationnel. Et ça n'a pas été simple, parce qu'il a fallu aussi convaincre Com que j'avais plus de valeur à côté de mes sales qu'en train de call avec eux. Et je dirais que le dernier chapitre, celui que je suis en train de vivre actuellement, c'est vraiment le job de manager, et donc rendre en fait scalable une équipe pour faire en sorte qu'un sales supplémentaire n'apporte pas des rendements décroissants, mais plutôt croissants. Donc ça, c'est un vaste sujet. Ok, très intéressant. Toi, ça a été, au final, tu as grandi avec la boîte. Ouais. Tu n'avais jamais été head of sales avant Horus. Comment est-ce que toi, tu as pris cette épaisseur, il a fallu que tu commences à faire des choix de manager, tu n'avais jamais managé avant. Comment est-ce que toi, tu grandis aussi, tu vois, au sein de cette société et qu'est-ce qu'il faut absolument savoir quand on prend un poste de premier sales avec la vision de devenir le head of sales de demain? Il y a une première chose, c'est d'avoir suffisamment confiance pour être suffisamment humble. Tu vois, ça va vraiment être de se dire, j'ai les bases, les fondations suffisamment solides pour accepter d'être constamment remis en question et de changer potentiellement tout ce que je fais du jour au lendemain. Parce que tu vois, tu me dis, ok, qu'est-ce que ça fait d'être pour la première fois effectivement à ces responsabilités-là? Bah, certes, avoir fait déjà les choses, c'est un avantage. Et donc typiquement, moi, j'ai fait partie de la première équipe inbound chez Payfit. Et donc, je m'étais déjà posé certaines questions. Et donc, j'ai pu avoir des réponses plus rapidement quand je me les suis reposées avec Horus sur tous les process, comment tu automatises ton cycle de vente, les séquences, etc. Mais néanmoins, quand tu fais les choses pour la première fois, je pense aussi que en fait, tu pars sans idée préconçue, sans dogme, sans religion, et tu essayes d'aborder les choses de manière hyper pragmatique. Ok, c'est quoi mon objectif? C'est quoi mes moyens? C'est quoi les éventuels risques? Et à partir de ça, discuter avec les gens autour, évidemment, prendre des conseils, bien sûr. Mais en faisant ça, au pire, tu te trompes, tu apprends, tu itères, tu recommences, mais tu fais rarement des erreurs que tu regrettes. Voilà. Ok, intéressant. Faut pas avoir peur de se prendre les pieds dans le tapis et de réajuster. Personne ne peut dire qu'il a tout bien fait, tout réussi. Par contre, ce que tu regrettes, c'est quand effectivement tu n'as pas réagi suffisamment vite, quand tu n'as pas voulu changer quelque chose, quand tu n'as pas anticipé. Est-ce que tu as un exemple concret, tu vois, de quelque chose que tu as mis en place, tu vois, d'une décision que tu as dû prendre vite, que tu as réajusté derrière? Tu vois, dans les premières décisions que tu as prises, par exemple, les premières grosses décisions que tu as prises, c'était quoi? Alors, les premières grosses décisions que j'ai prises, alors, bon, déjà, je ne les ai pas prises seules, évidemment. Je dirais que, tu vois, tu parlais peut-être un élément qui va t'intéresser, tu parlais de la stratégie multiproduit. Une de mes premières questions en tant que manager, quand je me suis vraiment sorti de l'opérationnel, à ce moment-là, on avait 2 produits principaux. Donc, un à destination non plus seulement des restaurateurs, mais de tous les commerçants, et un autre à destination plutôt des indépendants, des cols blancs, tu vois, tout ce qui va être conseil, bien-être, etc. Donc l'un plutôt sur de la multirisque, l'autre plutôt sur de la responsabilité civile professionnelle. Et à l'époque, je devais avoir 4-5 sales. Tous les sales traitaient les 2 produits. Pour être précis, il y avait 2 sales qui faisaient les 2 produits en même temps.
Et je me suis vite rendu compte que, en fait, quand tu fais deux choses différentes en termes de cible, en termes de cycle de vente, de vélocité, tu peux pas être parfaitement optimal. Si tu veux vraiment exceller dans ton domaine, deviens expert à 100% de ce domaine. Ouais. C'est comme, si je prends un exemple, un sales qui est en même temps sales, en même temps manager. A priori, il ne sera pas parfait bon sales ou parfait bon manager. Ça a été son argument pour sortir de la prod. Ça a été l'un de mes arguments qu'il a fallu que je démontre par la suite. Mes grosses décisions, tu vois, haute décision, ça. Déjà, il a fallu encore une fois convaincre mon CEO que j'avais plus de valeur dans le coaching. Mais du coup, ça m'a forcé à vraiment, à ce moment-là, tout structurer, approfondir la Sales Bible qui avait déjà des fondations, réfléchir constamment à comment je pouvais améliorer le quotidien de mes sales et surtout à me dire, OK, mes sales, ils sont à tel niveau aujourd'hui, que ça soit bon ou pas bon, je veux que ça soit au-dessus dans tant de temps. OK. Et du coup, comment est-ce que je mesure la performance ? Comment est-ce que je construis tout le contenu de coaching ? C'est quoi la régularité ? C'est quoi l'intensité ? Etc. C'est quoi les outils aussi, bien sûr. Et donc ça, je pense que c'est ce qui m'a permis à ce moment-là de, sans trop de problèmes, passer d'une équipe à peu près de 4-5 à une quinzaine. Okay. Après, il a fallu faire d'autres choix, typiquement mettre en place du middle management. Ouais. Mais sur cette première phase-là, structuration, c'est clé. Alors évidemment, là, je reste très générique, mais si jamais il y a des gens parmi les auditeurs qui veulent en savoir un peu plus, avec plaisir. Donc là, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que assez vite, tu as fait le choix de répartir tes sales par produit. Ouais. Aujourd'hui, vous avez combien de produits ? Vous proposez combien de produits ? On va avoir une dizaine de produits. OK. Donc c'est énorme. Ce qui est beaucoup, effectivement. Et on a pour objectif d'en lancer encore beaucoup d'autres. Okay. Donc effectivement, c'est une réflexion constante de qui vend quoi, qui vend comment est-ce que je fais pour que mes sales tout simplement aient l'expertise de ces produits. Parce qu'on parle d'assurance, hein, c'est pas un logiciel avec 3 fonctionnalités, hein, c'est des pages et des pages de conditions générales qu'on tend à simplifier, mais ça reste un sujet complexe. Et il faut, parce que c'est notre promesse envers nos clients, que les sales apportent le bon degré de conseils et expliquent clairement à nos assurés ce sur quoi ils sont couverts, ce sur quoi ils ne le sont pas. Donc très compliqué quand il faut vendre à 10h30 de la mutuelle et à 10h50 de la multirisque pour un local commercial. Néanmoins, au vu de la volumétrie des produits qu'on a, on ne peut pas faire autrement que de demander aux sales de vendre plusieurs produits. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a spécialisé les sales sur une cible client. Ok, très intéressant. Ça, c'est hyper important, je pense, pour le client, parce qu'il attend, quand il appelle un commercial, certes qu'il soit expert de son produit, bien évidemment, mais ça, on va dire, c'est le b.a.-ba, mais qu'il soit aussi, surtout, expert des problématiques du client en question, de son industrie, de son métier. Et donc, nous, on va vraiment aujourd'hui avoir 4 pôles distincts. Le pôle, effectivement, indépendant, TPE, col blanc. Et donc là, ils vont vendre majoritairement de la RC Pro, mais aussi de l'assurance produit local et de la multirisque pour l'instant. Okay. Il y a tout un panel d'autres produits, encore une fois, qui arrivent. On va avoir un deuxième pan qui va être à destination des artisans du BTP. Et donc là, on va vendre principalement de la décennale, mais aussi de la mutuelle, mais aussi des bureaux à certaines activités. Et troisième pan, on va avoir tous les commerçants. Et donc, on a rajouté d'ailleurs un produit hier à destination des hôteliers, notamment. Donc, un peu plus de complexité encore, mais c'est le job. Et quatrième pan, ça, c'est l'Espagne, qui aujourd'hui ne vend qu'un produit, mais c'est amené à changer. Et donc, évidemment, à destination du marché espagnol. OK. Donc, vous, assez rapidement, votre stratégie de croissance, ça a été de dupliquer les produits, avoir de plus en plus de produits. Et maintenant, vous avez un deuxième axe de croissance qui va être l'internationalisation, quoi. On a beaucoup d'axes de croissance. Okay. Au vu de nos ambitions, on doit en faire plusieurs à la fois. Si j'en donne quelques-uns, très simples, ça va être évidemment l'ajout de produits. On a, encore une fois, la difficulté d'avoir cette complexité du multiproduit, mais en même temps, c'est une chance, parce que dès qu'on flatte un petit peu sur la croissance d'un produit, il y en a un autre qui vient et on améliore toujours notre offre plus on a de produits. Donc ça, c'est une chance.
Donc, premier axe. Deuxième axe, évidemment, déjà, mieux faire ce qu'on fait aujourd'hui, améliorer notre taux de conversion, nos paniers moyens, etc. Ensuite, on peut aller vendre à des cibles, à des clients plus importants, bien entendu. Ensuite, on peut développer l'indirect. Aujourd'hui, on commence à avoir beaucoup de partenaires courtiers avec qui on travaille et on travaille de mieux en mieux avec eux. Évidemment, l'ouverture de nouveaux pays, bien sûr, c'est une ambition. Et je dirais un autre gros sujet qui va arriver, c'est accompagner encore mieux les clients qu'on accompagne déjà. Donc, comme on disait, on a déjà réussi à signer bientôt 50 000 clients et on en signe des milliers par mois additionnels. Comment est-ce qu'on fait pour améliorer notre présence auprès d'eux sur cette base client? Ça, c'est un gros boulot parce que changement de process, c'est quasiment de l'outbound. Donc, il faut définir une équipe, ça veut dire retirer des ressources quelque part pour les mettre ailleurs, définir le scope, la cible, la segmentation. C'est passionnant et ça, c'est un projet que j'ai déjà essayé de lancer. Donc, typiquement, quelque chose que je n'ai pas réussi à faire, mais que je suis très content d'avoir tenté parce que la prochaine fois que je vais essayer de le faire, on aura déjà beaucoup de learnings. Ouais, ok, hyper intéressant. J'aimerais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure par rapport à ce que vous vendez. Comme tu dis, tu vends un produit qui est quand même assez complexe, sur lequel il y a des enjeux derrière. Comment est-ce que tu fais monter en compétence tes sales? Est-ce que tu prends des sales qui ont déjà fait de l'assurance, ou alors tu as un sales qui n'a pas d'expérience là-dedans? Comment est-ce que tu le fais monter en compétence sur ces sujets-là? Qu'est-ce que tu as mis en place? Et combien de temps, la période de ramp-up, elle prend combien de temps? Vaste question. Vaste question. Je vais essayer de la prendre par le bon bout. Déjà, pour répondre à celle concernant les profils que je recrute, je n'ai pas de dogme là non plus. Mais en tout cas, on ne s'interdit pas du tout de prendre des gens qui n'ont jamais vendu d'assurance parce que justement, en interne, on met tout en œuvre pour les faire monter dessus. Tu as mis quoi en œuvre, justement? Énormément de choses. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que, encore une fois, très vite, j'ai mis l'enablement, le coaching, au centre de mes préoccupations. Parce que je savais que si notre volonté, c'était de bien servir nos clients, déjà, il fallait qu'on en serve un maximum, donc mes sales soient bons en sales, mais qu'ils soient extrêmement bons sur le produit. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai mis en place? Déjà, à l'onboarding, les sales vont avoir énormément de théorie, bien sûr, il en faut, sur les 2 premières semaines, mais très rapidement, ils vont être mis sur de la pratique dès le 3e ou 4e jour, bien entendu, accompagnés par le manager, le buddy ou le sales enablement spécialiste. Donc ça, c'est un de mes tout premiers sales qui maintenant ne s'occupe que de ça. Okay. Et ça, c'est lui qui a poussé pour avoir ce job et honnêtement, meilleure décision du monde parce que sans lui, j'aurais beaucoup plus de mal à délivrer. Et donc, il crée beaucoup de contenu, il crée un parcours. On a vraiment créé une sorte de jeu de loi, tu vois, avec des cartes pour chaque compétence. Donc, ça peut être des compétences sales, bien entendu, mais produits aussi, et bien entendu, tools, outils, comment être efficace dans sa gestion. Et donc, ça gamifie pour le sales son apprentissage. Et aussi, ça permet aux managers de scaler le coaching. Pourquoi les managers dans les ont du mal à coacher leurs équipes? C'est parce que c'est ultra chronophage. C'est ultra demandeur, ultra exigeant. Grâce à ça, un manager sait exactement où en est son player, qu'est-ce qu'il doit faire pour valider, qu'est-ce qu'il a fait la dernière fois. Il y a un follow-up qui est construit. Et en plus de ça, il peut incentiver son sales, puisque évidemment, il va falloir avoir validé un certain nombre de cartes pour potentiellement évoluer, changer de grade. Et donc, c'est aussi lié au career pass qu'on a mis en place. Donc, en fait, le sales, c'est quand il arrive que s'il veut évoluer, passer d'un grade 1, 2, 3, etc., il a tout un ensemble de choses à faire, notamment être bon. Et pour revenir à l'onboarding, une des décisions qu'on a prises, c'est de ne pas mettre d'objectif sur le premier mois. Donc, on dit à peu près ce qui est bon d'avoir fait, mais je dis très clairement aux sales, si vous ne signez presque rien, je m'en fiche. Moi, je préfère que vous signiez bien plutôt que beaucoup. Et en fait, je dépondère l'importance des chiffres sur celle de l'apprentissage, sur comprendre typiquement quelles sont les exclusions à des contrats. Moi, un sales qui vend en toute connaissance un mauvais contrat, c'est une cause de sortie, très clairement. Ok. Voilà.
Et ensuite, évidemment, il y a des objectifs qui sont adaptés. Il y a des rituels de coaching. Donc, tu vois, pour parler de ça, on a vraiment quelque chose d'intense. C'est-à-dire qu'un sales va avoir un one-one, évidemment, avec son manager, HR plus coaching quanti, activité, KPIs, etc. Un one-one quali, réécoute de call, en accord avec ce qu'on a appelé la SET, Sales Enablement Table, ce jeu de loi. Et il y a 1 heure en équipe pour traiter d'un sujet, process, outils, insurance, etc. Et donc vraiment, il y a à minima 2 heures par semaine là-dessus, plus tout le temps que le sales doit prendre pour réécouter ses calls et réécouter ceux de ses voisins. Puisque là aussi, pour progresser, on demande aux sales de coacher les autres. Ok, super. Et hyper intéressant ce que tu dis sur la partie enablement. En effet, d'avoir un profil qui est vraiment dédié à ça, ça te permet en fait d'avoir toujours tout à jour, un contenu qui est toujours hyper pertinent, adapté, parce que c'est vrai que quand c'est quelque chose qui est fait en side, souvent ça peut vite devenir tu vois, complètement obsolète. Ouais, complètement. Et puis en fait, on va pas se mentir, je viens du coup de l'écosystème sales. Les sales sont pas les meilleurs pour rédiger, pour faire la gestion de projet, etc. Et donc, c'est vrai que souvent, on se met de côté. Or, c'est essentiel. Et on se dit tout le temps, on le fera plus tard. Oui. Sauf qu'en fait, plus tard, on a toujours moins de temps que maintenant. Voilà. Donc, il faut le faire. Et donc, Alexandre, que je salue, m'a vraiment permis de déléguer une grosse partie de ces éléments-là, d'avoir un niveau d'exigence bien plus élevé vis-à-vis de lui que vis-à-vis de moi-même. Et il va aussi avoir en charge donc, toute la gestion de projet et toute l'émulation. Tu en parlais de pragmatisme tout à l'heure sur comment faire pour prendre les bonnes décisions, etc. La réussite de mon équipe sales, si je dois un petit peu en donner les grandes lignes, elle passe par générer un maximum d'ARR, le tout avec des économiques évidemment durables, on ne crame pas pour cramer, le tout avec une acquisition saine, je veux des clients qui soient heureux d'être là, et avec une bonne feedback loop auprès de toutes les équipes cross-fonctionnelles, que ce soit le marketing, le growth, l'insurance, le produit et le care. Et donc pour atteindre ça, moi mon job, c'est que mes équipes sales mettent le plus d'efforts possible, de la meilleure qualité et au meilleur endroit. Donc vraiment ce triptyque volume, qualité, précision. Et donc typiquement si on parle du volume d'activité, moi j'ai des sales qui sont aujourd'hui ultra efficaces. Ils font entre 100 et 150 calls par jour, okay. parce que on a tout mis en place pour ça. On leur dit très clairement pourquoi on le leur demande. On leur dit aussi que si à la base de la performance, il y a le plaisir. Et donc, on va créer un environnement sain pour le sales, avec des challenges, de l'émulation, de la data clairement accessible, un système méritocratique, beaucoup de transparence. Je parlais de carrière pass et de coaching. Donner le sentiment au sales qui progresse, c'est une source d'énergie énorme pour lui. Quand il sort d'un coaching et il se dit « incroyable ce que je viens d'apprendre », il fait 2 fois plus de calls l'après-midi. Et ça, on est ultra transparent avec les sales là-dessus. Et ils nous le rendent bien. Ils sont ultra contents d'être là. Et on a un taux d'attrition dans l'équipe qui est très faible. Ok, hyper intéressant ce côté-là parce qu'en effet, vous avez levé pas mal de fonds. Vous avez annoncé votre série B en juin dernier de 25 millions. Donc, vous avez des investisseurs derrière. Vous avez vous devez répondre à des vraies ambitions de croissance qui doivent être assez folles. Tu vois, c'est tous ces sujets-là qui sont importants. C'est que vous avez beaucoup de volume, beaucoup de choses à faire. Il faut aller vite. Tu vois, tu dis que tes sales, ils font entre 100 et 150 calls par jour. Ça passe aussi par qu'est-ce que tu mets en place en termes d'outils, comment tu les aides à avoir un quotidien qui est hyper fluide. C'est au-delà de, tu vois, toute cette transparence, cette bienveillance, c'est concrètement comment toi, de ton côté, tu t'assures que ton équipe sales, elle est toujours à son max, tu vois, qu'elle est ultra performante. Comment toi, tu t'assures de ça? Comment est-ce que tu le mesures au quotidien? Il y a plein d'éléments. Il y a des éléments plutôt quanti et des éléments plutôt quali ici. Et je n'aurais pas la prétention de dire que je les maîtrise complètement tous. Mais si on prend les éléments très quanti, il va y avoir des KPIs évidemment très simples. Bien sûr, le chiffre d'affaires généré par sales. Bien entendu, la volumétrie d'activité sales qu'ils font, même si on ne leur donne pas ça comme objectif. C'est un des objectifs des managers de faire en sorte qu'elle soit élevée.
Là, on parle de volume, mais il y a aussi ensuite la qualité. Ça va être des KPIs du type le temps de réponse quand un lead arrive. Donc là, on est en médian en dessous des 10 minutes, Ok. par exemple. En tout cas, c'est notre cible. Il va y avoir des choses comme le temps que passe un sales au téléphone, le talk ratio. Donc, ouais, tu vois, ça va être vraiment énormément d'indicateurs. Après, en fonction des problématiques qu'on rencontre, on va tout simplement définir des hypothèses. Ok, j'ai un problème de conversion sur cette verticale-là. À quoi ça peut être dû? Est-ce que ça peut être la saisonnalité? Est-ce que ça peut être tout simplement un manque d'activité des sales sur telle cohorte de leads pour X ou Y raison? Est-ce que il y a eu un changement sur un produit qui engendre une baisse d'attractivité? Enfin bref, il y a plein de choses potentielles qu'on va essayer de creuser grâce à l'équipe, évidemment, data. Donc un ensemble de KPIs, mais je veux dire, pour simplifier un peu ces choses-là, parce qu'il ne faut pas non plus trop complexifier, il y a quand même des choses clés. Voilà. On regarde sur le funnel de vente, il y a eu combien de calls, combien de conversations, combien de devis qui ont été effectués, c'est quoi les taux de conversion, c'est quoi les paniers moyens, et du coup, c'est quoi l'ARR généré. La difficulté, c'est que nous, évidemment, on doit le faire fois le nombre de produits, mais ça permet quand même d'avoir une vision et de réagir en cas de problème. Et si jamais il y a un problème, là, il faut réagir vite, évidemment, il faut mettre des indicateurs clés là-dessus et aller creuser. Parce que là, la raison d'un problème, elle peut vraiment être multiple. Et c'est pas toujours simple dans un environnement comme le nôtre. Pour là aussi donner quelques chiffres, un sales chez nous, il va recevoir à peu près 200-250 leads par semaine. Et donc, il va pouvoir closer jusqu'à, ça dépend des équipes bien entendu, mais entre 60 et 300 clients dans le mois. Donc, on a beaucoup de volumétrie et donc beaucoup de données. Ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que quand tu as de la volumétrie, il y a un sujet qu'il ne faut pas lâcher, c'est la data. Parce qu'en fait, si aujourd'hui, tu n'avais pas accès à toute cette data, tu es incapable de piloter ton pôle. Donc en fait, Impossible. c'est important quand on a des volumes assez importants. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut le mettre en place très tôt dans les sociétés pour éviter de rétro-pédaler et aller rechercher la data ancienne. C'est hyper chronophage. Mais c'est se dire, en fait, je pilote tout par la data et c'est ça qui me permet derrière de prendre les bonnes décisions pour mon équipe. Alors, complètement. Même si c'est un travail en continu, parce qu'en fait, typiquement au début, je pense qu'on a été très bon. Ensuite, on s'est concentré sur d'autres sujets. Or, la complexité, elle n'a pas arrêté d'augmenter. Et donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on retravaille sur le sujet, mais on en est conscient et on va le faire. Mais c'est évidemment nécessaire. Après, en plus de la data, évidemment, il y a des choses, comme je disais, quali. Donc, à savoir, est-ce que les sales vont avoir la bonne méthodologie de call? Est-ce qu'ils vont faire la bonne découverte? Est-ce qu'ils vont savoir traiter les objections? Est-ce qu'ils vont savoir réellement, en fait, appliquer la théorie sales? Et il y a aussi un enjeu, l'humain. Quand on scale très vite, il y a un sujet de culture ultra important. Et tu parlais de détecter d'éventuels problèmes. C'est là où les rituels vont être ultra importants. Que ça soit les one-one manager, mais moi aussi avec les équipes. J'essaye de rester au contact un maximum avec les sales. C'est pas toujours évident avec ce nombre, mais il faut absolument que j'ai des discussions avec eux, que j'installe de la proximité pour qu'ils puissent me parler et que je puisse détecter des signaux faibles. Ah, il y a eu tel conflit, il y a tel problème entre tel et tel sales ou tel manager d'une autre équipe et tel manager d'une des miennes, pour pouvoir réagir au plus vite, parce que dans les faits, c'est surtout ça, le problème. C'est surtout l'humain. Le reste, j'ai des gens bien câblés autour de moi pour m'aider et on y arrive. L'humain, c'est beaucoup plus de sensibilité et c'est là où il faut mettre, je pense, beaucoup d'efforts. Et là, on va avoir la culture qu'on met depuis le début qui nous aide. Évidemment, le recrutement aussi, etc. Ouais, non, mais c'est un sujet de culture hyper important à mettre en place très tôt et à jamais la perdre, surtout quand on croît très vite, on recrute beaucoup. Il y a un vrai enjeu de comment je garde cette culture, comment je recrute les personnes qui adhèrent à cette culture et comment je la fais transpirer dans mon équipe. Quoi. Complètement. Et tu vois, nous, on a vraiment essayé de mettre en place une culture évidemment d'excellence, d'exigence. Et c'est pas si facile, notamment pour un premier un rôle de head of sales. On a envie d'être très bienveillant, très gentil, de faire progresser les gens, de comprendre leurs problèmes, etc. Et néanmoins, il faut être exigeant parce que je pense que finalement, en fait, c'est ça que les sales veulent. Parce qu'ils veulent progresser. Complètement. Voilà. Donc ça, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte, mais maintenant que je me rends compte, ça va un
peu plus vite. Et allié à cette culture de l'exigence, une énorme culture du feedback. Il faut que tout le monde, moi le premier, ait conscience qu'en fait, on est junior. Que ce qu'on fait, on ne le fait pas suffisamment bien, quoi qu'on fasse. Et que du coup, il faut être constamment en réflexion sur ce qu'on peut améliorer. Que ça soit un sales avec ses calls, avec sa qualif, avec son pitch, etc. Ou moi, dans le quota setting ou n'importe quelle autre de mes fonctions. Et à partir du moment où on est à l'aise avec ça, en fait, on ne peut que progresser. Très intéressant. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur un point qu'on n'a pas encore traité dans ce podcast et qui doit être un vrai enjeu chez toi. Donc aujourd'hui, ton équipe, c'est à peu près 40 personnes. Tu as 4-5 équipes qui bossent sur des produits différents. Comment tu gères les incentives ? C'est un vaste sujet, et évidemment qui est cœur pour la théorie sales. Il n'y a pas de doute. Ça reste quand même le carburant, même si la bonne ambiance, l'impact que le sales peut avoir pour la boîte, son apprentissage, tout ça, c'est des gros drivers, et ça va être des drivers que je recherche principalement en recrutement. Mais l'argent reste évidemment quelque chose d'essentiel. Donc, je dirais que je pars de grands principes. Il faut déjà que le variable, il faut que les targets plutôt alignent les intérêts de la boîte et du sales. Donc, quand j'entends dire dans certaines équipes que les sales sont incentivés sur le nombre de contrats, mais pas du tout sur le chiffre, je me pose des questions parce que ce qui intéresse la boîte, c'est le chiffre. Ouais. Donc, autant orienter les sales sur les contrats à plus grosse valeur. Il faut que ça soit simple de compréhension. Il faut que les sales en fait, puissent comprendre quel va être l'impact de ce closing sur leur REM. S'il leur faut 1 heure pour comprendre le calcul, ça ne va pas. Il faut évidemment que ça soit ambitieux, mais atteignable. Si personne n'atteint son objet, évidemment, le problème, c'est l'objet, ou du moins, c'est ce que rapidement les sales vont se dire. Et puis surtout, c'est un outil, évidemment, pour le recrutement. C'est-à-dire que je montre, voilà, ce que je vous vends en termes de package, c'est faisable. Donc voilà, il y a ces grands principes. Et du coup, comment derrière ça se traduit ? Ce qu'on a fait aujourd'hui, qui peut évidemment évoluer, mais c'est un système assez linéaire de base. C'est-à-dire que tu as fait tant % de ta target, tu as tant % de ton variable, auquel on va ajouter un coefficient accélérateur ou décélérateur en fonction de si tu es au-dessus ou en dessous de ta target. Donc ça permet vraiment de mieux incentiver les top perfs et de moins bien incentiver évidemment les low perfs. Pour l'instant, ça tient. Néanmoins, évidemment, même si on essaye de peu bouger ces targets, et on essaye de le faire 3-4 fois max dans l'année, c'est beaucoup, mais dans un environnement qui bouge énormément comme le nôtre, malheureusement, c'est nécessaire. Mais quand on multiplie par le nombre d'équipes que j'ai, en fait, j'ai ces sujets-là, j'ai ces questions tous les mois. Et là, grand sujet de psychologie pour expliquer aux sales pourquoi, évidemment, on va augmenter leur target et donc, selon eux, à travail équivalent, les rémunérer moins. Et donc, il faut leur expliquer que non, la structure a grandi autour, que c'est plus simple de faire X aujourd'hui que X hier. Et donc, ils doivent être rémunérés la même chose, mais plutôt pour faire Y. Donc ça, mon learning là-dessus, c'est qu'il faut être droit dans ses bottes. Il faut avoir une conviction forte de ce qu'on fait, tout en sachant que dans tous les cas, les sales ne seront pas contents. Et ça, il faut être à l'aise avec ça, juste pouvoir l'expliquer et pouvoir être ultra transparent avec les raisons qui nous ont amenés à faire ça, quitte à pouvoir avoir une discussion de 1 heure avec les sales pour leur expliquer par A plus B comment ça s'est fait, comment ça se traduit, pour que toujours ils aient conscience qu'on ne fait pas ça pour leur nuire, mais au contraire, on fait ça pour le bien de la boîte et donc, in fine, pour leur bien à eux, puisqu'évidemment, plus Horus croit, plus leur carrière avance. Et généralement, ils le comprennent. Et même s'il y a des râles sur les premières semaines... Ils ne partent pas. Non. C'est un point important. Ouais. Parce que souvent, c'est ce que les managers ont peur, c'est de perdre leur sales. Bien sûr. Et on parlait de motivation, on parlait d'émulation. C'est très lié. Donc, la crainte, au-delà même du départ qui est la situation extrême, c'est que les sales se disent à quoi bon ? À quoi bon faire 110, 115% de ma target si 2 mois plus tard, on me réaugmente ? Je vais plutôt me maintenir à 100, 105. Et donc là, on perd tout l'intérêt de l'incentive. Donc c'est pour ça que
même si j'ai l'air de dire il faut faire comme ça reste très dur. Ça reste très dur. Ouais, bien sûr. Ça passe par plein de choses. Ça passe aussi par avoir des relais managériaux dans les équipes sales. Et je ne parle pas d'espions ou quoi que ce soit, évidemment. Je parle de gens en qui on aura confiance, qui vont retransmettre la parole des managers et qui vont surtout remettre un mood positif. Je trouve que ça, dans le recrutement, c'est quelque chose qu'on met peu assez en avant, c'est l'optimisme. Et ça, en fait, c'est fou dans une équipe. D'avoir des gens qui sont là, qui ont le smile, ok, il y a un problème, mais c'est pas grave, on avance, ça met tout le monde derrière. C'est clair. Et c'est la même chose avec les objes. Non, mais c'est clair que cette skill d'être entouré de gens qui sont optimistes, ça change l'atmosphère d'une société, d'une équipe, de la vie, quoi. Ouais, c'est comme les potes. Oui, complètement. Et on s'en rend assez peu compte dans le quotidien, parce qu'encore une fois, on avance, etc. Mais c'est des petites phrases par-ci. C'est une petite vanne un peu border. C'est plein de petites choses. Le smile, la phrase sympa. Oui, ça change tout. Ouais, complètement. Et alors, attends, tu disais que tu changeais tes incentives 3 à 4 fois par an. Ouais, à peu près. Oui, bien sûr, en moyenne. C'est quoi les indicateurs qui font que là, tu te dis, il faut que je change mes incentives? Quand j'ai 2 mois d'affilée, 100% de mon équipe qui est au-dessus de 100%. Ouais. Bon, encore une fois, dans les principes de base, on les reprend, il faut que ça soit ambitieux. Oui. Si tout le monde est au-dessus... Ouais. Tu dis que j'ai tapé les bonnes targets, quoi. Ouais. Moi, ce que j'essaye de viser généralement, c'est que la moyenne de l'équipe soit entre 90 et 100%. Ok. Alors après, il peut, même en conservant ça, il peut y avoir toutes les choses possibles, tout le monde à 100% ou un mec qui est à 2000% et bref, et les autres très loin. Donc ça reste un indicateur, c'est pas une vérité absolue. Mais voilà, quand il y a à peu près un tiers, la moitié de l'équipe qui fait son obj, ça montre que c'est complètement faisable. D'accord, donc toi, en plus, la complexité que tu as de changer souvent ces incentives parce que ça évolue très vite, tu as aussi ce sujet d'équipe par produit, donc je suppose que c'est pas les mêmes incentives par équipe. Donc en fait, est-ce que tu changes 3-4 fois par an tout le monde? Est-ce qu'en fait, c'est que 3-4 fois par an, c'est une fois une équipe, une fois une équipe? En fait, tu passes ton année à changer les incentives. Complètement. Comment c'est pris entre les équipes? Parce que c'est des équipes différentes, mais je suppose que tu as réussi à créer une vraie cohésion d'équipe et que tout le monde se parle. Comment tu fixes par produit? Comment tu t'y prends quand tu dis, là, en fait, il faut que je revoie mes incentives? Déjà, pour le cadre, effectivement, les équipes se connaissent très bien. Les sales passent d'une équipe à une autre. D'ailleurs, ça fait partie un petit peu des possibilités de changement, d'évolution pour que le sales garde ce plaisir de vendre et cette variété dans son travail. Du coup, maintenant, quand je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà, encore une fois, ça ne vient pas de nulle part. Donc, les sales s'en doutent et je les surprends rarement. D'accord. Il y a aussi, d'ailleurs, la volonté de ne pas les surprendre, c'est que quelques semaines en amont, quelques mois, si je le sais suffisamment en amont, je les préviens. Ouais. Je leur dis, votre target... Ça va arriver. Ça va arriver, exactement. Parce que la première fois, je l'ai fait brutalement. Et là, déjà parce que c'était la première fois, mais aussi parce que je l'ai fait brutalement, là, j'ai eu des problèmes. J'ai eu de la difficulté à le faire accepter. Ouais. Donc, il y a effectivement, comment un petit peu terrible à dire comme ça, mais savonner la planche. Mais pour leur bien, encore une fois. Et ça permet aussi de voir un petit peu la réaction, bien entendu. Ça permet aussi de préparer le discours. Et ensuite, encore une fois, on essaye de réfléchir à ce qui est le mieux pour la boîte. Voilà. Qu'est-ce qui est le plus juste pour la boîte, sachant que le plus juste pour la boîte, ça passe par bien traiter les sales. On n'est pas fou. De manière pragmatique, on veut que les sales soient justement récompensés. Et ça, c'est ultra important qu'ils le comprennent. On n'est pas là pour leur retirer de la paye. Non, nous, on préfère 1000 fois ultra bien payer un sales qui performe. Voilà. Ça, c'est une certitude. Et donc ensuite, ça passe par un meeting où le manager explique à sa team ce qu'il en est. Okay. Et c'est évidemment une discussion. Là, on a l'impression que je prends la décision tout seul devant mes tableaux de bord, mais c'est évidemment quelque chose qui se fait avec la finance. Et avec les RH aussi, non? Alors, pas au quotidien sur l'ensemble des évolutions de variables. Évidemment, je préviens mon équipe RH quand il y a des sujets et j'ai la chance d'avoir une excellente équipe RH qui m'accompagne beaucoup. Mais ça va plutôt être sur le career pass. Tu vois, quand j'ai vraiment essayé de structurer, quand je me suis posé la question de comment est-ce que je peux garder mes sales motivés, moi, comme j'ai un cycle de vente qui est court, j'ai des targets qui sont au mois. Donc, comment je peux faire en sorte que mes sales soient motivés sur le long terme, donc que j'ai mis en place ce career pass pour ces questions de rétention, d'enablement, etc.
Là, évidemment, je l'ai co-construit avec la finance et avec l'équipe HR. Ok. Donc la finance pour vérifier que c'est rentable, que ça fonctionne, Bien sûr, que tu fais la marge que tu veux. Bah ouais. J'ai besoin de cette discussion. Et même si on se frite du coup fréquemment, en toute bonne ambiance, Bien sûr. j'ai besoin, moi, ne serait-ce que pour me challenger. Encore une fois, j'ai mes idées, j'ai mes avis, mais j'ai besoin de quelqu'un qui soit solide en face pour me répondre. Et parfois, on n'est pas d'accord et on trouve un compromis. Ok, et jamais de jalousie entre les équipes par produit tu vois, est-ce que tu as l'équipe star de produits où tout le monde veut aller dans cette équipe, c'est la target Non. Évidemment, il y a certaines personnes qui aimeraient aller dans d'autres équipes, etc. Je ne dirais pas qu'il y a une hiérarchie forte entre les équipes, mais c'est aussi évidemment un travail du quotidien de marketer à juste valeur les équipes pour pas non plus créer cette hiérarchie-là. Et effectivement, parfois, de manière temporaire, il peut y avoir des équipes qui semblent avoir un objectif un peu plus simple à atteindre, ce genre de choses, mais ça dure jamais trop longtemps. Et on a la chance aussi, encore une fois, d'avoir un nombre de produits importants à lancer dans les mois qui viennent, et donc d'avoir un terreau ultra fertile pour les sales pour prendre des responsabilités. Donc, c'est aussi une source de motivation pour eux, pour avoir la bonne posture, parce que je leur dis, écoute, voilà, on va avoir 5-6 produits dans les 6 à 12 prochains mois. Si tu veux être la personne qui en prendra la responsabilité, voilà ce que j'attends de toi, certes en termes de chiffres. Et là, c'est ultra important, typiquement pour le Career Pass. Au début, j'avais beaucoup mis l'accent sur les chiffres, et je l'ai vraiment réorienté, repondéré sur la posture. Okay. Voilà. Comment, effectivement, tu dois être positif. Comment tu dois entraîner derrière toi les sales. Comment tu dois les coacher, créer de la valeur en travaillant sur la base de connaissances, etc. Donc, merci déjà de nous avoir fait rentrer tu vois, dans les coulisses d'Horus. On se rend compte tu vois, de l'émulation qu'il y a, les équipes, et tout ce que vous allez chercher demain. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans toi, les difficultés que tu as eues, si tu devais revenir sur les 3 dernières années, ça a été quoi tes 3 plus grosses erreurs? Là où tu t'es dit, mince, j'ai perdu du temps, j'aurais dû faire autrement, tu as rectifié, mais tu as les 3 moments où tu t'es dit, là, j'ai un peu merdé. Alors, il y en a beaucoup. Hein. Attention, mon hésitation vient plutôt de choisir le truc qui sera le plus pertinent pour les autres. Déjà, je pense qu'il y a un sujet de communication. On est passionné par ce qu'on fait et donc on peut avoir tendance à pousser les idées un peu loin et je pense que la relation entre nous est primordiale et donc jamais réagir à chaud, notamment avec des sales. Parfois, j'ai eu l'impression que ils ne comprenaient pas tout ce qu'on essayait de faire pour eux. Et donc, j'ai pu avoir des réactions trop vives. Donc ça, c'est un gros problème parce que ça peut quand même commencer à mettre une faille dans la confiance. Or, cette confiance est nécessaire. Ouais, donc la communication, c'est vraiment dans le but de garder une confiance. Ouais. Et pas de manière hypocrite, hein, en toute honnêteté et transparence. Ne pas suffisamment préparer l'arrivée de mon premier manager et de mon deuxième. Quand tu dis préparer Le premier, tu savais pas. Ouais, c'est la première fois que tu recrutes un... Ouais, j'ai essayé de faire mieux quand même pour le deuxième, hein. mais pas encore assez bien. Non, en fait, très simple. Moi, j'ai déjà été formé en tant que sales, donc je savais comment former un sales, mais on m'avait jamais vraiment formé en tant que manager. Donc du coup, ça, c'est des choses que je ne savais pas. J'avais tout fait un peu à l'instinct, évidemment, travail, discussion avec les gens, mais globalement, on m'avait pas fait un cours théorique, quoi. Donc, je m'étais dit, ça sera un peu pareil pour le suivant, sans y réfléchir non plus consciemment, mais et donc j'ai pas assez préparé pour plein de raisons, mais vraiment ça montait en compétences. Je lui ai pas assez expliqué ce que j'attendais de lui. Je l'ai pas mis dans les meilleures conditions. Moi, je me suis dit, c'est un bon gars, il est smart, il va y arriver. Il va gérer. Ouais. Et il a géré, in fine. Aujourd'hui, il s'en sort très bien, etc. Mais je pense que sa marge de progression et surtout son bien-être aurait pu être grandement amélioré là-dessus. Donc maintenant que j'ai 4 managers sales, c'est des choses que j'essaye de bien me structurer. Donc ça, vraiment, communication, impulsivité, 2, formation des managers. Un autre élément important pour toutes les personnes qui sont dans des environnements en forte croissance, très difficile de prévoir l'avenir et donc très difficile de t'engager sur des choses précises. Or, moi, j'ai toujours voulu, encore une fois, donner un maximum de visibilité à mes sales, donc ça m'est arrivé de dire
ça sera comme ça à telle date. Quand tu dis t'engager sur des choses, sur des chiffres, quand tu dis ce serait comme ça, le chiffre d'affaires, il sera à temps à telle date? Alors, c'est plutôt, tu seras à tel rôle, tu vas évoluer, tu auras telle typologie, telle volumétrie de lead, ta target, elle va augmenter, diminuer, etc. Enfin, m'engager auprès de mes sales sur des éléments. Et me retrouver dans une situation que je déteste, c'est-à-dire ne pas faire ce que je dis. Là, en termes de confiance, c'est dur. C'est dur. Après, encore une fois, ça s'explique, ça justifie et on travaille à recréer cette confiance, mais c'est sûr que tu la perds un petit peu. Et donc maintenant, typiquement sur le Career Pass, j'explique que tous les critères d'évolution que j'ai mis en place, c'est vraiment des indicateurs. C'est pour essayer d'objectiver au maximum mes critères, mais que ce n'est pas une règle absolue. Voilà. Ça dépend et que je ne paramètres. m'engage pas en termes de temps. Je reste le plus précis possible, mais sans être précis à 100%, parce qu'encore une fois, je ne connais pas l'avenir, et donc je ne veux pas le risque de mentir, tout simplement. Ok, intéressant comme point de... En fait, tu t'engages que quand tu es sûr à 100% et que tu as coché 100% des cases et des paramètres. Ouais. Ça n'empêche pas, évidemment, de prévoir, d'anticiper et de dire aux sales, écoute, là, il y a potentiellement une opportunité. Tout à fait. Là, on va normalement lancer ce produit. Bon, c'est toujours difficile de savoir exactement quand est-ce qu'il arrive, mais ça arrive à telle date, on te prépare, etc. Et puis, si ça arrive le mois d'après, bon, on s'adapte, tu vois. Ok. Et si maintenant, tu devais parler au Nicolas d'il y a 3 ans, qui était dans son bar avec son restaurateur, en train d'aller chercher des premiers clients, qu'est-ce que tu lui dirais ? Un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment ce duo confiance-humilité et suffisamment confiance en toi, parce que c'est ça qui va te permettre de progresser. Tu penses que tu as manqué de confiance à des moments ? Oui, mais du coup, tu la surjoues. Okay. Et tu donnes l'impression que tu as le boulard, etc. Et du coup, tu n'es pas du tout humble. Et donc ça, c'est vraiment un jour, il ne s'en rappelle peut-être pas, mais mon CEO qui m'a dit en sortant du WeWork à Saint-Lazare, Nico, arrête. T'es un bon sales. Voilà, maintenant ça c'est de côté. Concentre-toi sur le reste. Donc ça, hyper important. Et je vois, moi qui recrute et qui forme beaucoup de jeunes sales, je vois ce problème-là. Mais après, c'est normal, on démarre sa carrière, etc. Et t'as beau le dire, le savoir et en prendre conscience, dans les faits, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais c'est vraiment, et c'est là où on voit la différence entre ceux qui vont apprendre très vite, c'est ceux qui n'ont vraiment pas peur de se dire « Ok, t'es nul ». Aujourd'hui. Mais en fait, tu sais que demain, tu peux être excellent. Et tu vois, c'est un peu la culture sales. C'est la prétention de dire que demain, on sera les meilleurs, mais la conscience qu'il y a énormément de boulot pour le faire. Ok. Et Aurus, vous allez où là chez Aurus en 2026 ? Donc, comme tu l'as dit en début de podcast, vous lancez 10 nouveaux produits. Vous avez commencé l'Espagne. Ça va être quoi 2026 ? C'est quoi les enjeux ? Tu vas où ? Alors, je suis ravi de ne pas complètement le savoir. Mais évidemment, on a des objectifs. Évidemment, on a une roadmap produit. Donc, c'est continuer à lancer des produits, continuer évidemment à s'étendre à l'international. Moi, de mon côté, ça va être structurer mon équipe sales, toujours me reposer les questions en boucle sur l'organisation, avec l'ajout, encore une fois, de ces nouveaux produits. J'en parlais, mais peut-être effectivement créer cette équipe qui va aller upseller nos clients actuels. Et donc, au global, faire 3-4 fois ce qu'on fait aujourd'hui d'ici les 12-15 prochains mois. Ok, très belles ambitions de croissance. C'est beau, félicitations. On te souhaite de remplir tous tes objectifs pour 2026. Merci beaucoup de nous avoir fait rentrer dans les coulisses d'Aurus et de comprendre comment on passe de premier sales à head of sales d'une équipe conséquente et maintenant à l'international. Donc on te souhaite beaucoup de réussite et merci pour ta présence. Merci à toi Claire, et encore une fois, tous ceux qui veulent venir me voir et discuter avec moi et tous ceux qui pensent pouvoir m'aider aussi, avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter. Super, merci Nicolas. Merci à toi.